Salut tout le monde! Alors, la vidéo du jour, je vais vous citer deux exemples des livres sur lesquels j'ai basé les dernières vidéos qui s'appellent donc Pour une métamorphose de l'esprit, qui a été la traduction de Thich Nhat Hanh, qui était un moine bouddhiste parce qu'il est décédé il y a vraiment très peu. Et donc, il a fait la traduction d'en fait les 50 stances qui sont extraites des courants fondateurs du bouddhisme. Et donc, il traduit ces 50 stances qui sont comme on va dire des chapitres pour le dire plus clairement. Et donc là, si je vous lis ce qui est derrière, là, ça dit donc ça qu'il à travers 50 stances extraite des courants fondateurs du bouddhisme, Thich Nhat Hanh nous dévoile les mécanismes de la conscience, la voie de la connaissance de soi et d'une profonde transformation intérieure. Donc j'ai fini le livre qui fait 380 pages, quelque chose comme ça. Alors ce qui est clair et net, c'est que si vous n'êtes pas dans un chemin spirituel et que vous n'êtes pas déjà dans la pratique de ce chemin spirituel, à savoir méditer, essayer de s'observer pour regarder ce qui nous porte défaut à nous. Donc c'est pas qu'on veut être parfait parce qu'on dit c'est pas possible la perfection, mais bien sûr que si, c'est possible la perfection, mais c'est parce que nous on a une mauvaise vision de qu'est-ce que c'est la perfection. La perfection c'est pas être le meilleur par rapport à son voisin, non, la perfection c'est juste arriver à être à l'image de cette création, de ce dont on vient finalement, la création de la force de la vie que nous portons en nous et que nous pouvons transmettre dans toutes nos, finalement, dans chaque activité que nous faisons, par le biais notamment de la pleine conscience et d'avoir la possibilité de mettre un regard profond sur chaque chose que nous faisons en faisant que ces choses prennent une valeur d'une autre dimension que celle qui est juste là dans ce champ physique qui nous fait avoir des activités, on va dire, courir de tous les côtés, mais que la plupart du temps notre esprit divague dans des pensées, des inquiétudes ou des mémoires du passé, des souvenirs. Donc si l'activité que nous faisons n'est pas une activité cérébrale qui ne prend pas notre réflexion cérébrale, comme par exemple, je ne sais pas moi, un ingénieur qui doit construire une fusée pour la NASA, j'imagine que lorsqu'il est en plein dessin de son truc et qu'il est en train de faire ses calculs, ses machins, je ne pense pas qu'il soit en train de penser à ce que sa mère lui a fait avant, ou son père, ou son frère, ou ses amis d'avant qui les ont déçus, ou je ne sais pas, peut-être, en même temps on n'en sait rien du tout, c'est peut-être que dans toute la journée quand il fait son travail, on n'est pas dans sa tête et même lui ne s'en rend certainement pas compte s'il ne pratique pas la pleine conscience et l'observation de se rendre compte, je suis en train de travailler, je suis là-dedans, mais de se rendre compte quand son esprit divague. Parce que c'est ce que je vous dis, si c'est une activité vraiment cérébrale, l'esprit il est trop occupé en fait pour divaguer dans des pensées qui sont liées au passé ou au futur. Parce que finalement, l'esprit, quand il pense, en fait, c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est les pensées. C'est ça, on appelle l'esprit, c'est les pensées. Les pensées, c'est impossible que des pensées soient liées au moment présent, en fait. Dans la logique de la chose, le moment présent, il est le moment présent, c'est-à-dire qu'il est là, il est maintenant, il ne peut pas être dans une pensée. Quand vous observez, par exemple, une fleur ou n'importe quoi, quelque chose qui est là, si vous commencez à dire, par exemple, cette fleur est rose, c'est vraiment pour que vous compreniez, cette fleur est rose, vous pensez, cette fleur est rose, déjà là votre esprit pense, vous n'êtes plus dans la contemplation et l'admiration de la beauté d'une fleur ou de, je sais pas, la beauté d'une Ferrari, par exemple, si vous êtes passionné de Ferrari et vous voyez une belle voiture et sans penser, vous la voyez, mais dès que votre esprit va se mettre à penser, là vous vous dites ah mon Dieu, mais si j'avais 1 million sur mon compte en banque pour pouvoir avoir cette Ferrari et mon voisin qui les a, et là vous commencez à avoir de la jalousie et de l'envie pour votre voisin. Donc là il y a le poison émotionnel qui se lie à votre belle contemplation de la Ferrari. Bon, moi ça sert un peu plus pour la fleur parce que je ne veux pas de Ferrari, mais du coup
la pensée, elle n'est plus dans la contemplation du moment présent. Ou alors quand vous vous dites « Ah, mais j'avais cette Ferrari et, et là vous vous souvenez qu'elle était dans le garage le jour où votre maison elle a pris feu, du coup la maison a pris feu, la Ferrari a pris feu, et là ça vous fait vous ressouvenir de ce triste souvenir, et là vous avez toutes les émotions finalement en fait qui sont libérées. En plus, c'est ça qui est incroyable, c'est que chaque fois qu'on a un souvenir ou le stress d'une idée dans le futur qui n'a pas encore eu lieu, de l'angoisse de que par exemple, est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour pouvoir m'acheter cette Ferrari, si je vais avoir suffisamment d'argent pour pouvoir mettre de côté et pouvoir me payer la Ferrari. Donc là vous êtes dans le stress et tout ça, donc du coup il y a des libérations à chaque fois de substances selon chaque émotion. Le sommeil qui est la sérotonine, la dopamine pour le bonheur. J'ai déjà dit ces trucs-là, c'est pas moi qui le dis, moi je fais que répéter. J'avais vu ça en le lisant sur les neurosciences, que chaque émotion que nous avons libère des substances, c'est chimique en fait notre cerveau, et il y a des substances qui sont libérées. Et donc si vous êtes toujours dans votre vie dans le stress par exemple, vous êtes après dépendant de ces substances-là sans même vous en rendre compte, de la même manière que si vous êtes toujours en train de repenser à cette Ferrari qui a pris feu et que ça vous fait tellement de peine, et du coup vous libérez dans votre cerveau la même des substances. Maintenant on parle de Ferrari, mais il y a des gens qui souffrent autant pour la Ferrari que lorsque par exemple moi mon frère s'est suicidé et que j'ai appris la nouvelle. C'est ça que la souffrance peut être la même que la personne qui perd sa Ferrari dans le garage, et la substance va être la même. La substance ne va pas faire la différence dans votre cerveau ne va pas faire la différence en disant « Ah ben là c'est un suicide et là c'était une voiture ». L'émotion, c'est ça, le cerveau voit l'émotion, ressent l'émotion, il ne fait pas la différence avec l'objet l'objet de la raison pour laquelle on est dans l'émotion en fait, l'objet qui donne le résultat sur l'émotion en fait. C'est-à-dire qu'on perd la Ferrari, je suis triste, on perd le frère, je suis triste. Le résultat de la perte d'un objet ou de quelqu'un fait qu'il y a cette souffrance, et du coup il y a une substance qui est libérée dans le cerveau. Je referai une vidéo plus tard avec, je prendrai l'autre téléphone là et je mettrai les... Parce que là, je vais baser la vidéo sur ça, je ne vais pas faire trop de trucs, je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Donc tout ça pour vous dire que c'est important de s'observer, parce que si on ne s'observe pas, on ne peut pas se rendre compte qu'on est en train de penser en fait. Et la majorité de la population, elle est en mode automate, c'est-à-dire qu'elle s'identifie aux pensées qu'il y a dans la tête, là dans l'esprit, ça s'appelle la pensée, les pensées. Elle agit, parle et agit en fonction de ce qu'il y a dans la tête. Donc, ces pensées-là qui viennent, bon, pour le moment, je lis beaucoup, j'investigue beaucoup là-dessus. Je n'ai pas encore de réponse fiable à savoir d'où viennent ces pensées, si elles viennent de notre intérieur ou si elles viennent de l'extérieur. Là, je suis en train d'écouter un audio de Sri Aurobindo, c'est un Indien qui est le leader de la libération avec Gandhi pour la libération dans les années 1900, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et lui dit que les pensées viennent de l'extérieur. Clairement, il a fait 5000 vers sur le yoga intégral, et ça s'appelle, il est spécialisé là-dedans, et lui dit clairement que les pensées viennent de l'extérieur. Bon, moi comme du coup j'observe les pensées, j'ai du mal à comprendre que ça puisse venir de l'extérieur, sachant que maintenant que je pratique la pleine conscience et que je fais la substitution de pensée, c'est-à-dire que j'ai créé, enfin c'est pas moi qui ai créé, qui ai inventé, hein, attention, j'invente rien du tout, alors j'applique ce que j'ai lu parmi tout ce que j'ai lu, que y a des techniques pour éviter que l'esprit parte toujours à penser vent dans le passé ou à s'obstiner à qu'est-ce qui va se passer dans le futur, donc c'était le stress et tout ça, pour essayer de se calmer et d'être plus en paix. Et une des techniques qui marche vraiment très bien, que j'applique, c'est ça qui... Alors l'esprit, il est toujours en train de penser, on a toujours plein de pensées, mais le fait que vous appliquiez cette technique que là je vais vous dire, c'est en fait substituer, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais vous le redire maintenant, c'est tout simplement substituer, ne pas laisser de place en fait, à que l'esprit... C'est ce que je vous disais avec l'ingénieur, s'il est dans son activité cérébrale, l'esprit n'a pas... il n'a pas le temps
d'envoyer des pensées parce qu'il est occupé en fait. Donc en fait, en gros, il faut occuper notre esprit. En gros, on va dire que c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas rester dans leur maison sans travailler parce qu'ils tournent en rond et parce que leur esprit, il n'est pas occupé, ils ne savent pas quoi faire et du coup, ils sont là en train de penser et ça les stresse et du coup, ils préfèrent aller travailler plutôt que de rester chez eux à justement, pratiquement, par exemple, pratiquer cela, d'observer les pensées, de méditer, faire du yoga. Ça, ils ne sont pas du tout dans le délire, ils ne connaissent certainement même pas d'ailleurs. Donc du coup, là, ils sont complètement prisonniers de leurs pensées, puis ils tournent en rond dans la maison comme ça avec les pensées de tout et n'importe quoi, du passé, du futur, et donc il y a beaucoup de... Puis ça les rend malades en fait, ça les angoisse en fait de tourner en rond comme ça. Donc et là, à ce moment-là, les gens préfèrent être actifs pour ne pas justement avoir l'esprit qui tourne comme ça. Mais justement, c'est bien beau l'activité toujours actif, mais vous fuyez le travail qu'il y a à faire pour justement contrôler cet esprit sans avoir à toujours être dans l'activité, tout au moins l'activité, je dirais, physique, de devoir toujours être actif, quoi, travailler ou faire du sport ou avoir des amis pour parler toujours, pour pouvoir combler le silence justement et ne pas avoir à faire face à comment je dirais ça, le mot pour cela, à l'inconfortabilité du fait de se retrouver face à ses pensées et de s'en rendre compte en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup on se retrouve dans sa maison, on n'a rien à faire, on ne sait pas quoi faire et là c'est le mental qui prend le dessus, qui va nous s'envoyer 50 millions de pensées et là en fait on ne se rend même pas vraiment compte qu'on pense mais ça nous est insupportable en fait. De ne rien faire. Et pourquoi ça nous est insupportable, c'est pas vraiment de ne rien faire, c'est juste que le mental, l'esprit là, le mental, les pensées, l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, prend le dessus en nous envoyant en temps de pensée, parce que comme nous n'avons pas notre mental occupé par quelque chose, du coup il a le temps de placer plein de pensées et en fait nous ça nous met mal à l'aise dans un inconfort parce que à ce moment-là le mental nous empêche de savourer tout simplement le moment de ne rien avoir à faire. Ce qui est quand même incroyable, ce qui est quand même, il faut quand même le dire, une chance énorme de pouvoir être dans sa maison sans devoir aller à travailler. Alors c'est pas que c'est pas bien de travailler, mais je veux dire, si on peut pas rester dans sa maison un certain temps, c'est parce que ça nous fait vriller la tête, parce que ça nous met inconfortable, parce qu'on sait pas quoi faire, parce que ça c'est parce que le mental, les pensées viennent et que du coup elles nous empêchent d'être dans le moment présent et finalement d'être tranquille avec le moment présent, tout simplement. Je suis dans ma maison, j'ai pas de travail, tant mieux. Et qu'est-ce que je peux faire? Rien, même je m'assois dans le canapé et rien. Et donc du coup, quand on est dans la pratique de la spiritualité, de ce chemin spirituel, du coup, on n'est jamais... C'est impossible, parce que finalement, je vous dis, arrêter toute activité pour pouvoir apprendre à justement ne pas avoir à toujours courir de tous les côtés pour meubler cet espace de vide intérieur qui en fait c'est pas un vide intérieur parce qu'il est rempli d'autant de pensées qui fait qu'on est prisonnier de ce mental et ça nous empêche vraiment de vivre simplement et qu'il faille toujours faire 50 000 choses pour pouvoir justement occuper le mental et éviter que ça nous mette à penser et que du coup on tourne en rond comme un poisson rouge dans notre maison. Mais quand on se met à la méditation et à l'observation de ses pensées, à l'observation de tous ces côtés négatifs qu'on a et que, comme je disais, les exemples de moi, de la vie que j'avais avant, de faire des crises d'ego narcissique alors liées à l'autisme Asperger ou liées à trop de viols et que du coup il y a un moment, il y a la cocotte minute qui a débordé et qu'il y a la moindre personne qui allait me manquer de respect ou qui n'allait pas se comporter
avec moi, la manière dont j'aurais aimé qu'elle se comporte, ça explosait, là j'avais des crises, je cassais des choses, je hurlais, enfin bref, donc bon, forcément quand on découvre l'autisme Asperger, on se dit que certainement c'est lié à l'autisme Asperger, tout ce qui est la bipolarité que j'avais, la schizophrénie, même l'anorexie, j'ai vu que c'était une comorbidité de l'autisme Asperger, parce qu'en fait l'anorexie c'est une fuite pour éviter que notre attention aille sur le fait que je suis différent, je ne m'intègre pas dans la société, pour pas toujours avoir ce sentiment de se sentir différent de tout. Et en fait l'anorexie c'est un très bon moyen de focaliser son attention sur autre chose, que je suis différent, que je ne m'intègre pas dans la société, et du coup on se met anorexique inconsciemment, bien sûr, on ne le choisit pas généralement, et puis on devient anorexique comme ça ça nourrit l'esprit d'autre chose que de se sentir toujours différent et pas intégré à la société. En gros, c'est ce que j'avais lu, je veux bien le croire, parce que quand je suis tombée moi dans l'anorexie, jusqu'à 39 kilos, je me souviens qu'à cette époque-là, oui, en effet, je me sentais complètement décalée de tout, je comprenais plus rien à la vie, et je voyais bien que j'avais pas du tout ma place dans cette société, je comprenais pas ce que je faisais là, et je vrillais total de ça, de ne plus comprendre ma place. Et donc l'anorexie est arrivée, mais bien entendu, il y a eu d'autres facteurs qui ont déclenché l'anorexie. Donc je suis toujours en investigation aussi de savoir si on devient autiste ou si on est vraiment autiste, comme on le disent les spécialistes, parce que finalement, de toute façon, qu'on naisse autiste ou qu'on ne naisse pas autiste, par exemple, qu'on ne soit pas né autiste, mais que les conditions de notre enfance et de la société, de la culture dans laquelle nous vivons, ont eu une répercussion sur nous qui a fait que nous avons développé un comportement et des personnalités autistiques, des traits de la personnalité autistique. Donc moi personnellement je les ai tous, de l'Asperger et du haut potentiel émotionnel. Il n'y a que alors quand je dis je les ai tous, j'ai les pires, tous les pires, quoi, toutes les comorbidités des troubles mentaux, je les ai eus, je les ai encore, bien entendu, c'est-à-dire c'est pas ça a disparu, j'ai tout transformé grâce à la méditation, au yoga, manger sainement, et ça y est, c'est parti, ça ne reviendra jamais. Ben non, bien sûr, si demain j'arrête de méditer et que je remange n'importe quoi et que je ne dors plus et que je prends plus soin de moi et que je ne prends pas le temps suffisamment pour pratiquer tout ce que je dois pratiquer, qui est mon hygiène mentale, c'est clair que je vrille direct. Demain, je me réveille de nouveau en pleurant et en ayant envie de me suicider, et je le ferai certainement de me suicider si j'arrête tout là, en fait, la pratique du chemin spirituel. Je suis condamnée à mort, en fait, mais on est tous des condamnés à mort, mais ce que je veux dire, c'est que je suis condamnée à mourir dans la souffrance inutile, puisque comme je sais que maintenant je suis en train de faire l'exercice et je vois bien que j'éradique la souffrance, parce qu'il y a les pratiques. Si j'arrête la pratique, la souffrance revient, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que je suis toujours bipolaire, je suis toujours schizophrène, ça n'est pas parti. C'est-à-dire que c'est juste que maintenant j'arrose des autres graines grâce à des livres comme ça, grâce à des audios que j'écoute sur YouTube, qui sont la majorité des audios que j'écoute, qui sont le livre parlé, quelqu'un le lit. Donc je l'écoute, parce que des fois j'ai pas tout le temps le livre que je l'achète, enfin j'achète pas toujours le livre. Par contre sur YouTube vous trouvez la majorité des livres, vraiment des best-sellers, des tops de tops, des trucs à écouter ou à lire pour pouvoir justement pratiquer ces choses à faire pour changer notre vie en fait. Mais le truc c'est que en gros le bouddhisme le dit, donc là je vais vous lire un exemple vraiment bien qui fait bien comprendre l'histoire des petites graines là que nous avons au fond de nous, qui sont des fois les héritages de graines de la société, de nos familles, de notre entourage, qui ont fait que lorsque nous grandissons dans un certain environnement, une certaine culture, il y a des graines en nous qui sont arrosées, comme par exemple la colère, l'envie, la jalousie, tout ça. Si vous avez par exemple un seul frère par exemple, ou une seule sœur, et que vos parents favorisent toujours le frère ou la sœur et pas vous, vos parents en faisant ça, peut-être en plus ils s'en rendent même pas compte, parce que eux du coup ils sont en train de reproduire ce que leurs parents à eux faisaient avec leurs frères à eux, votre oncle quoi en gros, ou votre tante. Donc du coup en fait ils se rendent même pas compte, ils sont en train de reproduire un schéma éducationnel qui était erroné, qui n'a pas mis la balance égale sur le frère et la sœur.
c'est la manière qu'ils ont été éduqués, et en fait, ils se rendent même pas compte, ils reproduisent ça, et vous grandissez avec votre frère qui est mis en valeur plus que votre sœur, ou que vous, ou la sœur, enfin bref, l'un des deux, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas vous qui êtes le plus valorisé, ou qui avez le plus de cadeaux, enfin j'en sais rien, bref, comme vous le comprenez, et du coup, vos parents, inconsciemment, s'ils sont pas conscients de ce qu'ils font, parce qu'ils font que reproduire leur schéma à eux, sur leurs enfants, en faisant ce qu'on leur a fait, ils refont la même chose. Ils se rendent pas compte et en fait ils sont en train d'arroser vos graines de jalousie, d'envie, de colère aussi, parce que ça provoque de la colère, tous les poisons émotionnels. Donc en fait ils s'en rendent même pas compte et du coup vous devenez adulte et vous avez des graines en vous qui ont été arrosées sans même être responsable de ces graines en fait. Donc du coup, quand vous vous retrouvez adulte et que d'un seul coup vous rencontrez un chéri et que vous l'aimez fort, vous n'allez pas supporter dès qu'il va y avoir quelqu'un à côté parce que ça va développer en vous une jalousie extrême. Ça doit être d'ailleurs comme ça que toutes les personnes qui sont perverses, narcissiques et puis jalouses extrêmes en fait, parce que le pervers narcissique il est toujours d'une jalousie extrême, et donc du coup le fait d'avoir cette jalousie extrême, c'est certainement le fait qu'il a manqué d'attention quand il était petit, et du coup le fait de manquer, je dis ça, moi j'en ai eu 2 de pervers narcissiques dans ma vie, et c'était la folie, c'était de jalousie extrême, on n'est plus libre du tout, c'est n'importe quoi, ça prend une ampleur complètement, c'est horrible, on devient la proie de personnes complètement déséquilibrées, mais ce déséquilibre il vient du fait, c'est pas eux-mêmes leur essence pure, c'est-à-dire que ça vient du fait de leurs parents qui ont certainement favorisé le frère, la sœur, et du coup eux en devenant adultes, puis d'autres graines peut-être après quand ils vont à l'école, un professeur qui est toujours en train de valoriser le petit voisin qui fait pas beaucoup mieux que lui, mais que du coup à force de toujours se sentir dévalorisé, pas regardé, humilié, ignoré, forcément hein, tout ça arrose les graines de colère là, de narcissisme en fait, de cette envie que les autres nous reconnaissent dans notre être, en fait, dans notre travail, que ce soit même un dessin à l'école, si toujours c'est le voisin qui fait mieux et nous jamais, et qu'on regarde le dessin toujours du voisin mais jamais le nôtre, à force de ça, plus les parents qui regardent toujours le frère et pas nous, ça plus ceci, plus ceci, plus cela, forcément, il y a un moment, je vais dire, c'est normal, quoi. Si on nous arrose que les graines négatives en nous, en fait, on les a toutes ces graines négatives, mais on a également toutes, ça c'est l'enseignement du bouddhisme, on a également toutes les graines positives. Et la chose, pourquoi les gens, nous devenons mauvais, entre guillemets, si on peut dire mauvais, bien, qu'est-ce que c'est, tout au moins mauvais pour nous et toxique, mauvais pour notre environnement, parce que clairement, si nous n'arrivons pas à cultiver en nous nos propres graines, sans avoir à dépendre que ce soit les autres qui nous arrosent nos propres graines de bienveillance, de compassion, de pardon, de respect, on est dans l'incapacité de pouvoir le faire avec les autres. Ça, c'est clair et net. On ne peut pas aller arroser les graines de bienveillance, de respect, de compassion, d'amour, de pardon à notre voisin si on ne sait pas se les donner à nous-mêmes. Donc déjà, si on est dépendant que notre entourage va nous le faire, en gros, on peut toujours attendre. Et donc du coup, si on ne fait pas nous-mêmes ce travail de se dire à un moment, bon, là, je suis le résultat qu'on m'arrose trop mes mauvaises graines, c'est à moi maintenant, puisque je me rends compte que les gens autour de moi ne sont pas capables de m'arroser mes bonnes graines, je vais me les arroser moi-même. C'est ce que j'ai dû faire, parce que je me rendais compte qu'il n'y avait personne qui m'arrosait les bonnes graines, et j'étais en train de devenir vraiment un monstre. C'est-à-dire que c'était pas 24-24, j'étais un monstre, mais franchement, je faisais quand même beaucoup de crises, et je piquais beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment là où il fallait plus m'embêter quoi en fait, fallait même plus me titiller un bouton d'émotion, je remballais direct. Puis alors attention, hein, si jamais on me le faisait ça, mais je remballais en disant les vérités, mais genre des trucs, en plus c'était vraiment ce que je voulais, la unique chose que je voulais, c'était faire du mal en fait. Le mal que tu essayais de me faire, essaye même plus de me faire du mal, je vais te le renvoyer, mais genre en version 15 000 fois pire. Mais le truc, c'est qu'en faisant ce jeu comme ça, tu me fais du mal, je te fais du mal, mais moi encore plus que tu m'en as fait, tiens, regardez ça. En gros, c'était ça, hein, dans ma tête. Et du coup,
mais ça prenait 3 secondes le sentiment, l'idée, la pensée, l'esprit, ce qu'il me disait quand quelqu'un essayait de me faire du mal et que je réagissais comme ça. Et donc, des fois même, l'esprit se mettait même pas à penser. Là, je réagissais. Le corps était tellement habitué à ce que dès qu'on me fasse du mal, je laissais même, à un moment, c'était genre, je laissais même plus. Ça faisait vraiment, je réagissais avec le corps et c'est là que je faisais ces crises énormes où je me mettais à casser, je devenais un monstre quoi, vraiment. Mais j'avais des raisons, c'est pas que je veux me justifier en disant que j'avais des raisons d'être comme ça, parce que je pense qu'il faut vraiment soigner un moment quand on est comme ça, mais c'est normal, j'ai trop été violée, donc c'est normal qu'il y a un moment, à force qu'on m'arrose ces graines de viol, là toujours, et qui provoque, c'est pas qu'on m'a arrosé les graines de viol, mais qu'on m'a arrosé les graines de l'humiliation, on m'a volé mon respect pour moi-même, mon auto-respect, mon auto-estime, ma confiance en moi, la confiance en les autres. J'ai eu, mais ça c'est tout le monde, mais disons qu'après, selon les événements de la vie des personnes, c'est clair que tout le monde ne vit pas avec des viols à répétition, tout le monde n'a pas des vies aussi chaotiques que ça, donc forcément, les personnes, elles auront bien entendu les autres personnes, elles auront aussi leurs graines d'ego, de douleur, de colère et tout ça, mais c'est moins arrosé par des événements tragiques, donc du coup, l'ampleur, elle est moins, ces gens-là, ils vont pas se mettre à faire des crises énormes comme ça, narcissiques, je réveille ma graine de colère pour tout le mal qu'on m'a fait, et je deviens un monstre. Et les pervers narcissiques, c'est ça qui se passe, c'est parce qu'ils ont manqué d'attention, et parce que j'avais aussi ce truc-là. J'ai un moment, je me disais, est-ce que je suis une perverse narcissique là, il n'y a pas longtemps, parce que je voyais bien que les crises que je faisais, je devenais tellement une dictature autoritaire, puis ça avec un débit de paroles, de gros mots. J'ai découvert après, c'était syndrome de Gilles de la Tourette, en comorbidité liée à l'autisme, Asperger. Ça je ne le savais pas, donc je me disais, et je devenais un monstre c'était horrible, vraiment, c'était vraiment pas agréable pour moi, une fois que la crise était passée, de me rendre compte de tout ce que j'avais dit aux gens. Souvent c'était mes parents en plus avec qui je faisais, il n'y a pas que mes parents avec qui j'ai fait des crises avec d'autres personnes que mes parents, mais ce que je veux dire, c'est quand c'est un inconnu, bon, c'est pas que c'est pas grave, mais quand c'est vos parents que vous traitez avec vraiment des mots pas jolis du tout, et qu'en plus vos parents gardent le calme et tout ça, ou même d'autres personnes, que ça m'est arrivé de faire des crises avec eux, et que les gens ne savent pas trop quoi faire en fait, donc et puis vous êtes dans votre délire comme ça, et en fait même les gens vous leur faites peur bien entendu, donc du coup forcément, et là vous vous rendez compte qu'après coup, que il y a quelque chose qui s'est passé et vous n'avez pas contrôlé, et moi je me suis toujours excusée, ça c'est clair et net. Je n'ai jamais fait en crise sans m'excuser. J'ai toujours eu la force, je me suis toujours dit, non mais là, il faut que tu t'excuses quoi. Tu peux pas, parce que je me rendais compte en fait. Je me rendais compte, je pouvais pas le contrôler, mais je me rendais compte de ce que je venais de faire. Et, donc le pervers narcissique, le vrai, il ne se rend pas compte en fait. Mais il pourrait s'en rendre compte s'il voulait changer tout simplement. Moi, pourquoi je m'en rendais compte? Parce que je voulais changer. Mais avant de vouloir changer, je ne me souviens pas me rendre compte, je disais même avant de vouloir changer, je pense que avec mes parents, je faisais pas de crise avant de vouloir changer, donc ça a été avec des inconnus. Et si, je m'excusais quand même, mais il y a quand même eu des fois où je m'imagine, je m'en souviens pas trop, mais je pense qu'il y a eu des fois où j'ai dû faire des crises et que je ne me suis pas excusée, parce que je me souviens que je disais, ouais mais elle m'a provoqué, elle m'a provoqué, je me mettais comme ça. Des fois ça durait 3 jours de colère comme ça, où j'avais même encore envie de casser des trucs et tout ça. Et pour moi, les gens étaient vraiment la cause de ma sortie je me suis mis sur mes gonds quoi, et je disais toujours, ils m'ont provoqué, ils ont que ce qu'ils méritent quoi. Pour moi c'était justifié en fait mon énervement. Je me disais, ils l'ont provoqué et ils ont que ce qu'ils, mais le truc c'est que je me faisais plus de mal à moi, parce que pendant les 3 jours je voyais même plus la personne qui avait provoqué le truc, et moi je restais pendant 3 jours comme ça en crise, donc je cassais pas pendant 3 jours quelque chose, mais j'étais bien énervée
Oh, puis j'avais des douleurs de cœur, c'était énorme, quoi. C'était du stress, c'est de la folie, en fait. Puis la culpabilité, je pleurais. Donc forcément, généralement, quand j'avais une crise comme ça, c'était le déclenchement, bien entendu, d'après d'une crise de dépression liée à la bipolarité. Ça allait ensemble, en fait. Quand je faisais une grosse chute de bipolarité, généralement, c'est parce que j'avais eu une crise avant et que je me disais encore, oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et même si je m'excusais, des fois, les gens acceptaient pas les excuses, par exemple. Et là, je me disais, oh mon Dieu, mais je suis un monstre et ceci. Donc là, enfin, c'est même pas moi qui me disais, c'était mon esprit qui me disait les pensées qui tournaient en boucle comme ça, négatives. Donc, je peux vous dire, je suis 10 fois mieux maintenant que j'ai plus ces crises, ça c'est clair et net. Donc après, vous en ferez ce que vous voudrez, ces vidéos, dans le sens où si vous vous identifiez à l'autisme Asperger comme moi et que vous êtes persuadé que c'est irréversible dans le sens où vous faites des crises, vous avez de l'angoisse, vous êtes ceci, cela, et que vous croyez ce que les spécialistes vous disent en étant persuadé que vous n'allez pas changer et que c'est votre triste sort toute votre vie. Moi, je peux rien faire pour vous, dans le sens où je peux pas vous convaincre de quelque chose. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est de vous partager mon expérience en vous disant, quelle que soit l'étiquette qu'on me mettra sur toutes ces crises que j'ai pu avoir jusqu'à présent, qu'on a dit que c'était la bipolarité, qu'on a dit que c'était des tendances schizophrènes, quel que soit que je sois née comme ça et que j'ai réussi à le camoufler, ou que je le sois devenu à force d'avoir été trop violée, du coup forcément ça a provoqué à force, du coup toutes ces réactions anorexie, c'est normal, hein, si vous faites violer aussi, c'est un peu normal de devenir anorexique après un viol. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'anormal à devenir anorexique, il n'y a rien d'anormal à faire autant de crises d'ego narcissique après avoir eu autant de viols comme j'en ai subi. C'est un peu normal, donc finalement on peut dire c'est la conséquence d'avoir été autant abusé sexuellement. Toutes ces comportements et ces personnalités qui sont exactement les mêmes que l'autisme Asperger, mais on s'en fiche du mot. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. On s'en fiche du mot qu'on va lui mettre au comportement. Est-ce que c'est parce que ceci ou parce que cela? On s'en fiche que je sois née comme ça ou pas. Ce qui est important de savoir, c'est que si je ne fais pas les efforts que je suis en train de faire, je peux vous garantir que je reste la même que j'étais il y a 5 ans. Et je peux vous garantir que je ne serais pas en train de faire des vidéos comme ça. Je serais déjà morte. De toute façon, je me serais déjà suicidée. Je n'aurais pas la force. Il y a un moment où le mental prend le dessus. C'est pas possible. Il contrôle, on l'écoute, on s'identifie. Et j'avais tout le temps les voies de suicide. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je l'aurais fait. C'est clair et net. J'ai trop eu un comportement autodestructeur, à prendre vraiment des substances toxiques pour essayer tout le temps de mourir inconsciemment, que j'aurais pas eu la force d'arrêter les drogues, les toxiques, tout, je serais plus là, sincèrement, je ferais pas ces vidéos là, je peux vous garantir que je serais pas là. Donc du coup, ce que je veux vous dire, c'est quel que soit le mot qu'on lui met à toutes ces personnalités que j'ai pu avoir, si vous vous identifiez à l'étiquette qu'on vous a mis et que vous êtes persuadé que vous ne changerez jamais, je peux vous garantir que vous n'allez pas changer. Ça, c'est clair et net. Parce que vous êtes ce que vous pensez. Donc, si vous pensez, moi, je suis comme ça et je serai comme ça toute ma vie, je suis condamnée au lithium et parce que je suis bipolaire, on me l'a dit et c'est comme ça. C'est votre expérience de vie. Si vous avez envie d'y croire et que vous êtes persuadé et que vous ne voulez pas essayer autre chose que ce qu'on vous fait croire, comme moi, ce qui a été mon cas, je me suis dit, de toute façon, je suis condamnée à ça, on va voir autre chose, et puis si jamais ça marche pas, oui, je prendrai du lithium, mais avant de prendre du lithium, si c'est vrai que ça peut me sauver du suicide, je me suis dit, je vais essayer autre chose, tout en sachant bien que, je savais pas trop dans quoi j'allais, mais il y avait quand même des résultats au niveau scientifique et des preuves à l'appui, des gars qui parlent de neurosciences, qui sont quand même des docteurs en neurosciences, qui étudient la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quand il y a votre environnement qui change, et du coup, au niveau de votre cerveau, les hormones changent, tout, la constitution du cerveau, la construction cérébrale, la construction neuronale. Ça s'appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que votre cerveau, il n'est pas tout le temps le même en fait, selon votre environnement, selon vos émotions, selon en gros comment vous vivez votre vie en fait. Donc si vous êtes toujours en mode bipolaire, à faire des dépressions tout le temps et avoir envie de vous suicider tout le temps, vous êtes en train de construire des neurones qui sont liés en plus avec les substances et tout ça, là, tout ce schéma qui se fait chimique dans nos cerveaux.
Et du coup, vous êtes dans un engrenage, quoi, en fait. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y ait une porte de sortie avec ça. Et c'est clair que la porte de sortie, c'est le suicide, hein. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est normal, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas échapper à ça. Donc, en fait, il y a une autre porte de sortie, c'est celle de la méditation, de faire du yoga et de prendre soin de soi. Bon, maintenant, moi, je suis pas la première à parler de ça quand même, hein. Je veux dire, ça y est, ça commence à se faire connaître. Je suis pas la première à prétendre, wouhou, je fais du yoga et je médite et ça y est, on est nombreux en fait déjà. Mais c'est juste que là, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo et que vous ne voyagez pas, par exemple, si vous n'avez jamais vraiment voyagé, j'ai quand même fait beaucoup de voyages à l'époque, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, je suis allée dans beaucoup de cultures différentes, que ce soit du Maroc, de l'Inde, Asie, Afrique, Europe, j'ai fait toutes les cultures, donc, et je restais pas un mois à l'époque, je suis restée entre 3 ans, 1 an, 5 ans dans les Caraïbes, enfin presque 5 ans dans les Caraïbes. Alors, j'ai fait le Maroc 10 mois, j'avais fait 1 an et demi l'Inde, enfin, donc je suis restée, c'est pas je suis restée genre juste 1 mois, non, je restais vraiment dans les cultures pour voir la manière dont vivent les gens et tout ça, et donc j'ai pu voir autre chose que si j'étais restée là où j'habite normalement, en fait, toujours. Si j'étais toujours restée là, je pense que du coup, je n'aurais pas connu le yoga, malgré que là où j'habite, il y a quand même une prof de yoga, mais bon, je ne sais pas si mon chemin de vie aurait été le même si je n'avais pas voyagé, je ne pense pas, parce que si je n'avais pas voyagé, je pense que je me serais suicidée. Je pense que le voyage a fait partie, entre autres, de ce qui m'a sauvé la vie, parce que clairement... j'avais besoin de ça, nourrir mes yeux, de toujours d'avoir quelque chose de nouveau. Donc, quand je me suis dit, j'ai pas 50 solutions, c'est soit lithium, soit suicide, soit j'explore de ce dont on parle, parce que j'ai commencé à me documenter en fait, hein, puis j'ai vu qu'il y avait ce truc de on est ce qu'on pense, donc en fait il parlait de gens qui avaient des cancers, qui éradiquaient leur cancer des fois en 1 mois par la force du mental, alors qu'ils avaient été condamnés à mourir dans les 6 mois, enfin que le cancer il était genre en mode irréversible et tout ça, avec des trucs prouvés scientifiquement et tout, donc bon j'écoutais tout ça, puis il le parle clairement de la dépression, de la bipolarité, schizophrénie, tout ça qu'on éradique quasiment toutes les maladies mentales en fait. Moi je sais pas, j'écoute ça et du coup je me dis c'est soit suicide, soit lithium, ou soit je fais cette expérience, et j'ai eu envie de faire l'expérience. Maintenant je vous dis que ça marche et que c'est pas, ça n'a rien à voir le fait, l'étiquette qu'on va nous mettre d'Asperger, schizophrène, bipolaire, anorexique ou je ne sais quoi. Ça va avec le fait qu'il faut qu'on ait envie de changer notre vie et de se dire je vais voir ce qui est possible. Parce que de toute façon, on n'a rien à perdre en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Vous n'avez rien à perdre à part faire cette expérience, être autodiscipliné. Ça c'est clair et net que si vous n'avez pas d'autodiscipline dans votre pratique, parce que la méditation ça doit être tous les jours, même si c'est 10 minutes, matin, 10 minutes le soir, c'est mieux qu'une fois le dimanche, 1 heure. Donc il faut être autodiscipliné, parce que c'est clair, il faut l'intégrer complètement. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment changer votre vie, c'est pas genre je veux vraiment changer ma vie et allez je médite tous les jours, je l'intègre le matin je me réveille, je fais pipi, je me lave les dents et je médite 10 minutes. Vous le faites 1 semaine et puis après au bout d'1 semaine vous arrêtez. Non, ça c'est pas être autodiscipliné. C'est-à-dire que quand on dit c'est tout, en gros tous les jours. Et en fait, en gros, c'est jusqu'au restant de son dernier souffle, parce que vous n'avez même plus envie d'arrêter. En fait, après, une fois que vous avez vu les résultats que ça vous donne, que petit à petit, vous éliminez tout ce qui vous perturbe dans votre vie. C'est-à-dire que les premiers jours où vous méditez, vous allez éliminer votre instabilité à toujours courir comme ça. Vous allez vous sentir plus calme. Plus vous continuez, vous allez voir que vous pensez moins à être stressé dans votre futur. Vous allez voir après, plus vous continuez à la substitution des phrases divines, de la gratitude envers la vie, envers le fait que j'ai une santé mentale, santé physique, de pratiquer la gratitude et de répéter des phrases qu'on se crée. Ce que je vous disais, j'ai oublié de finir le truc, je vous disais j'ai créé des phrases, mais j'ai rien créé du tout en fait. J'ai fait ce que disent les autres là dans le monde du spirituel et de la neuroscience, qu'il faut, on est ce qu'on pense, donc en fait en gros il faut se répéter tout le temps
ce qu'on veut devenir, quoi. Donc en fait déjà moi je voulais plus être bipolaire, donc je pouvais pas répéter en boucle toute la journée je ne veux plus être bipolaire, il faut même plus prononcer le mot en fait, c'est-à-dire qu'il faut déjà se voir comme j'ai la santé mentale et physique, point barre, quoi. Donc du coup j'ai les phrases que je créais en fonction de ce que disent ces neurosciences et le bouddhisme notamment, elles ont été en fonction de mon expérience à moi. Moi, il y avait trop de trucs fallait que je reprenne confiance en moi au niveau du fait que je me trouvais moche, bête, stupide et une poubelle, parce que j'étais trop violée, j'avais vraiment l'impression d'être une poubelle inutile qui méritait que de mourir. En fait, c'était ça mon sentiment tout le temps. C'était pas bien sûr moi, c'était mes pensées qui venaient et qui n'étaient certainement pas les miennes. D'où viennent ces pensées? Il ne faut pas chercher à savoir d'où elles viennent. En fait, c'est pas le problème, parce que je vous assure que vous en avez tellement, c'est une tuerie là-dedans. Là. Moi, j'essaie d'investiguer, savoir d'où elles viennent, mais pour le moment, j'ai pas de réponse. Donc, si on n'a pas de réponse, c'est pour le moment, on ne sait pas. Il y en a qui disent que ça vient de l'extérieur, il y en a qui disent que ça vient... Moi, j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur, parce que je vois pas comment de l'extérieur, des pensées, comment les pensées pouvaient venir de l'extérieur, quand c'est quand même un truc qui est relié à mon histoire, à moi, ou à chacun de nous. Par exemple, un souvenir d'un viol, par exemple, d'une personne, ça peut pas venir de l'extérieur, la pensée, elle vient bien de moi, mais de mon passé. Donc peut-être que quand ils parlent des pensées qui viennent de l'extérieur, ils veulent peut-être dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans le moment présent, et que les pensées viennent nous envahir, que ce soit dans le futur ou dans le passé, elles viennent d'une dimension qui n'est plus le moment présent, et donc elles viennent de l'extérieur parce qu'elles ne sont pas du moment présent, mais elles viennent de notre histoire. Donc bon, c'est un peu... Mais je crois que là, il ne faut pas focaliser trop là-dessus, savoir ce que j'aimerais bien savoir, mais c'est pas trop le problème. Ce qui est important, c'est de les contrôler et de les diminuer dans leur intensité au niveau de la négativité et de l'impact du coup qu'elles ont sur nous. Parce que quand on a toujours l'esprit les pensées qui viennent en boucle et qui nous remémorent que des trucs négatifs et qu'on n'est qu'une poubelle, qu'on est bête, qu'on est moche et qu'on mérite que de mourir, bon, le résultat de ça, je peux vous garantir que c'est ni qu'on va sourire, ni qu'on va avoir envie de vivre. Le résultat de ça, c'est finir comme moi, bipolaire, avec toutes les comorbidités en plus de l'autisme Asperger, ou si c'est pas lié à l'autisme Asperger et que ça serait juste lié au viol, mais quel que soit le truc, à la fin c'est un suicide. Il n'y a rien de positif, et si c'est pas un suicide, c'est une survie dans la souffrance de toujours pas comprendre ce qu'on fait sur Terre. Enfin, c'est horrible, quoi. Qu'est-ce qu'on tombe... On n'a rien à faire dans des conditions comme ça sur Terre. Hein. C'est vraiment le jour où j'ai dit, là c'est tout, hein. C'est soit je vis et je vais vivre bien, ou j'arrête là, puis je me mets une balle directe, mais là je vais pas me rater. Hein. Je savais que si jamais je le faisais de me suicider, là, j'allais pas me rater. Donc du coup, je me suis dit, non, ça serait dommage. Vaut mieux quand même que je tente l'expérience de la neuroscience, là, ce qui parle, et puis on va voir si c'est vrai ou pas. Donc là, je vais vous lire l'extrait pour que vous compreniez le truc des petites graines, parce que vous allez comprendre. Donc je vous lis. Donc ça, c'est les stances du bouddhisme. Donc quand on voit un enfant qui se comporte bien... Alors attendez, est-ce que nous voyons le monde autour permanent et constitué? Voilà, c'est ça, ouais. Donc quand on voit un enfant qui se comporte bien, il est facile de comprendre la source et la raison de son bon comportement dans un bon environnement familial et social. Il est d'autant plus important de voir la nature interdépendante d'un enfant qui se comporte avec cruauté. Tout comme pour un bon comportement, on peut trouver les raisons de la cruauté d'un enfant dans sa famille, sa société, son école, ses amis, ses ancêtres. Si nous ne regardons pas le caractère d'un enfant à la lumière des origines interdépendantes, nous nous mettrons en colère et nous aurons peur de lui. Nous devons faire de notre mieux pour comprendre sa nature interdépendante afin de le comprendre, de l'accepter, de l'aimer et de l'aider à se transformer. Si nous regardons la peine de mort à la lumière des origines interdépendantes, nous voyons qu'un châtiment aussi extrême n'est pas raisonnable. Une personne commet un délit grave en raison, entre autres, des graines qu'elle a héritées de ses ancêtres et celles qu'elle a plantées au cours de sa vie. Elle a été exposée à de nombreux environnements et ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, ses éducateurs, les autorités et la société n'ont pas fait ce qu'il fallait pour l'aider à transformer ces graines négatives. Le mûrissement de ces graines a créé une force extraordinaire en elle qui l'a poussée à tuer, à violer ou à commettre de graves délits.
Si nous pensons qu'il n'y a pas d'autre solution que de la tuer, nous manifestons notre impuissance collective. En tant que société, nous sommes en échec. Nous devons regarder toutes les causes et conditions qui ont conduit cette personne à se comporter de la sorte, de manière à pouvoir faire naître un cœur de compassion et l'aider à transformer les graines négatives qui sont en elle et dans notre conscience collective. Il est bien entendu très difficile de pardonner à la personne qui nous a fait du tort. Notre réaction première est la colère et un désir de vengeance. Nous souffrons, mais si nous étions capables de regarder profondément la situation à la lumière des origines interdépendantes, nous verrions peut-être que si nous avions été éduqués comme ce criminel, si nous avions eu la même vie que lui, nous ne serions pas très différents de lui. Cette compréhension peut nous donner l'envie de le protéger au lieu d'être plein de colère ou de désir de vengeance. Donc ça, franchement, si vous n'avez pas tout compris, remettez la vidéo 2 minutes avant et réécoutez bien parce que je ne pourrais pas lire mieux que je l'ai lu maintenant. Le début, j'ai peut-être commencé un peu vite, mais réécoutez-le et vous allez comprendre ce que je veux vous dire au niveau de que nous ne sommes pas qui nous sommes vraiment. C'est-à-dire que le résultat de toutes ces graines qu'on nous a arrosées, si on nous a arrosé trop de fois les graines négatives, on ne peut pas faire sortir en nous la lumière, la fleur de la lumière en fait. C'est tellement logique, donc forcément, c'est comme je vous base les exemples sur ma vie avec trop de viols, c'est normal qu'à un moment je deviens bipolaire. À la rigueur, je faisais de mal à personne quand j'étais bipolaire, je me faisais de mal qu'à moi, mais bon, en étant tout le temps dépressif comme ça, j'imagine qu'on impacte quand même son environnement autour, mais bon, généralement je sortais pas de ma chambre et je vivais ma souffrance toute seule en fait. Si quand même, je me souviens qu'avec mes parents aussi, je leur partageais des fois, je descendais, j'étais en pleurs et je me disais, c'était c'était vraiment le chaos quoi, total. Ce que je veux vous dire, non, le truc c'est plus quand je faisais des crises narcissiques d'ego surdimensionnées avec un déclencheur qui était, oui, peut-être justifié, c'était normal que ça titille la graine d'humiliation en moi et de colère, d'accord, le déclencheur de l'émotion par le fait qu'une personne elle est en train d'arroser ce bouton-là, d'accord, mais après moi, ma réaction, elle était complètement disproportionnée par rapport à la situation en fait. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que avant tout cela, j'ai eu une accumulation de qu'on m'a trop arrosé. Donc forcément, moi, si on ne me connaît pas d'avant et qu'on me voit au moment de la crise en train de dire autant de gros mots et casser, en train de devenir un monstre, forcément que là on voit une personne, soit elle est bonne pour l'internement en psychiatrie comme on me l'a fait, parce que j'étais hors de moi et que du coup, quand vous perdez le contrôle de vous et que les gens n'ont plus le contrôle de vous, il y a un moment, les gens ne savent pas quoi faire autour de vous et ils appellent l'ambulance, quoi. Vous finissez en psychiatrie, donc alors qu'en fait vous êtes juste autiste. C'est quand même dramatique d'ailleurs de finir en psychiatrie quand on sait qu'on est autiste. Alors c'est ça aussi pourquoi j'aimerais quand même bien savoir si je suis autiste ou pas vraiment, savoir si je suis née comme ça ou savoir si je suis devenue, tous les comportements que j'ai eus, les personnalités, si elles ont été la conséquence du fait qu'on m'ait arrosé trop de fois, mes graines d'humiliation, de colère, tout ça, que ça a développé toutes ces mêmes personnalités que la personnalité autistique. Parce qu'il y a plein d'autistes qui ne se font pas violer et qui ont exactement les mêmes crises que moi j'avais. Donc du coup, comment faire la différence ? La différence pour la savoir que si je me faisais tester et que j'arrivais à savoir si j'étais comme ça déjà entre mes 0 et 3 ans, mais le problème c'est que j'ai aucune personne de mon entourage qui ira soutenir le fait que oui, lorsque j'étais enfant, j'avais un comportement qui pouvait faire penser que oui, en effet, j'étais autiste. Il n'y a personne de mon entourage qui ira dire, déjà mon frère il est mort, il s'est suicidé, et il reste mes parents, ma famille je la vois plus, et mes parents, franchement, sincèrement, ils n'iront pas dire ça aux spécialistes. Oui, c'est vrai que quand elle était petite, on a pu remarquer ou on a pu voir, c'est vrai, nous raconter des fois avec ses instituteurs, elle avait des problèmes. Ma mère, elle n'ira pas raconter que mon prof en seconde, il m'a traité de salope devant toute la classe. Ça fait partie des traits dans les personnalités autistiques. Nous sommes souvent les proies de personnes qui nous maltraitent. Et là, vous vous dites, vous êtes en seconde, et votre
votre prof d'anglais comme ça qui vous traite de salope devant tout le monde, et je peux vous garantir qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout habillée provoquant. Donc bon, forcément, là, et j'ai dû le dire à mes parents, c'est clair et net, mais là, mes parents, déjà, ils s'en souviennent pas, et puis moi, après, je peux pas aller leur dire, dis ça, parce que du coup, il faut que ça vienne de eux, leurs souvenirs, et eux, bah, ils sont dans le déni, de voir les choses quand elles sont là, parce que la plupart des parents qui ont des enfants autistiques, ils veulent pas voir ce qui se passe en fait. C'est la plupart des enfants qui font des crises, je peux le voir autour de moi. Les enfants font des crises, les parents le voient et ils mettent ça sous le fait, oui, c'est un enfant, il se calmera plus tard. Ah bah oui, bah il se calmera plus tard ou pas, hein. Il fera peut-être comme moi, il prendra des drogues et puis bon, on sait pas, il finira peut-être comme mon frère à se mettre la corde autour du cou. Donc bon, les parents veulent pas voir parce que bah ils savent pas quoi faire, parce qu'ils ont pas envie d'entendre parler que leur enfant c'est un autiste, parce qu'ils savent pas l'autisme, ce que c'est que l'autisme Asperger, que c'est en fait un truc invisible physiquement, ça se voit pas, mais qu'on a des comportements autistiques quoi, à faire des crises, crier, flapper des mains, des trucs comme ça. Et à côté de ça aussi, on a souvent une grande intelligence. On n'est pas aussi bête qu'on nous le fait croire en fait. Loin de là, parce que moi c'est ce qu'on m'a tout le temps fait croire, que j'étais bête ou comme ça. Notre prof là qui me traite de salope comme ça, excusez-moi pour le mot, hein, je fais que répéter, je dis plus le gros mot, hein, donc j'aurais dû dire S-A-L-O-P-E, mais c'est pour que vous l'entendiez, parce que ça choque quand même. Moi je me souviens que j'étais choquée. Et j'avais pas compris, et puis je me souviens que ça m'avait traumatisée aussi. J'étais en seconde, ce qui veut dire qu'en seconde, j'avais 15 ans et je me faisais violer par le pédophile peu de temps après cela, puisque je me suis fait violer le 24 juin 1998, et cette rentrée scolaire avec le prof d'anglais, c'était en septembre de cette année, 97, au passage 97-98, c'était dans la même année, donc... je veux dire, moi je sortais des jupes de ma mère, quoi. Je veux dire, j'arrivais en seconde, bon, j'avais fait des bêtises avant, en 6e, 5e, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais volé des carambars et des stylos plumes au Shopee et à Auchan avec des copines, bon d'accord, mais j'étais pas une mauvaise fille à me faire traiter comme ça par le prof, donc bon. Donc du coup, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que, en gros, si je pratiquais pas le chemin spirituel, là, avec... m'arroser les graines moi-même, parce que j'ai pu me rendre compte qu'il y a personne qui me les arrose, les graines. Il y a très peu de gens, quoi, en fait. Il y a pas, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a quand même de temps en temps, bien entendu, des gens qui vous arrosent des graines positives, mais j'en ai tellement eu des négatives au niveau de l'auto-estime, de la dévalorisation et de l'humiliation et de l'écrasement, là, trop de viols comme ça, forcément, plus le prof, plus ceci, plus cela, plus ceci, plus cela. Bon, il y a un moment, non, je veux dire, c'est normal qu'on devienne perverse narcissique, crise égo et bipolaire et dépressive et schizophrène, et ça aurait été aussi normal que finalement je finisse par tuer quelqu'un, hein, parce que je le disais tout le temps, je vais finir par en tuer un, et je pense que si on avait continué à me provoquer comme ça et que moi je m'étais pas soignée, je pense qu'à la fin j'aurais vraiment pris un couteau et j'en aurais poignardé un, parce que j'aurais pété un câble, quoi, plus que ce que je pétais déjà comme câble. Il y a un moment, ça m'étonne pas, comme le dit le livre, qu'il y en a qui finissent pédophiles de la même manière. Celui qui m'a violé, le premier qui était un pédophile, si on lui a arrosé ses graines de pédophilie, dans le sens où si on l'a violé toute sa jeunesse, ou qu'on l'a abusé, ou qu'on a fait des choses, corruption sur mineur, ça s'appelle, qu'on lui a montré des choses sans forcément faire participer, mais comme ça m'est arrivé d'avoir un autre pédophile dans ma vie, qui a été mon petit ami, que j'ai mis pendant un mois et que j'ai mis au tribunal en Guyane française. Enfin, toute une histoire, c'est dans le livre, ça vous intéresse d'avoir les détails de ces histoires tant croustillantes de ma vie, dans les pires atrocités. Enfin bref, et lui il faisait corruption sur mineur sur son fils de 7 ans en lui donnant le téléphone avec pornographie à une fille qui fait une fellation, et le petit garçon de 7 ans qui regarde ça. Donc là, le papa, qui était mon petit copain à ce moment-là, qui sortait de prison, qui avait violé déjà une autre fille, une fille normale, elle va même pas dans des histoires comme ça, c'est ça que je veux vous dire. Donc à ce moment-là, j'étais en train de reproduire toute une réalité bien tragique, je me mettais dans des histoires de fous, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Une fille normale, une fille qui n'a pas vécu déjà autant d'accumulation de trucs, elle va pas dans des histoires comme ça. Donc là, oui, en effet, j'étais responsable de que je provoquais ma réalité. Vous êtes d'accord avec moi, hein, qu'en fait, s'il avait fallu que je n'ai pas cette réalité, il aurait fallu que je n'aille pas avec ce garçon-là. Il suffisait juste que je ne reste pas, ou que je ne me mette pas avec lui, tout simplement. Il aurait juste fallu que j'agisse comme une fille normale qui n'a pas eu un passé comme le mien. Bah oui, mais comme moi j'ai eu le passé qu'on m'a arrosé avec toutes les graines d'humiliation, tout ça, bah du coup, moi quand après je suis adulte, normal, je reproduis toujours des réalités. C'est pour ça que les femmes restent avec des hommes et elles se font battre. C'est pour ça que les femmes, on va toujours avec des perverses narcissiques, parce que derrière c'est
c'est ça qu'il faut arrêter. Regardez le présent, c'est comme avec Hitler qui a fait qu'il y a eu tout ce qui s'est passé. Oui, mais son père c'était un tortionnaire, Staline c'est pareil, et Poutine, j'ai même pas de doute sur le fait de l'éducation de Poutine, qu'il a dû être dévasté par son père et humilié et tout ce qu'on voudra bien. Donc forcément après ça crée des personnalités comme ça. Donc du coup, je vais vous lire l'autre exemple. Je noterai, je crois que c'était à la minute 43. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez écouter l'extrait que je vous l'ai lu, parce que sincèrement, je pense que si vous n'êtes pas dans le chemin spirituel, vous n'allez pas lire ce livre qui fait quand même 380 pages, et vous n'allez pas j'allais dire même le comprendre, dans le sens où vous l'arrêterez avant d'arriver à l'extrait que je vous ai lu qui est à la page 321. Non, pardon, si 321. Non, 321. Vous n'allez pas capter les trucs, parce qu'il faut pratiquer pour pouvoir avoir En fait, maintenant, du coup, quand je lis le livre, ça confirme ce que je suis en train de vivre. Mais si je le vivais pas, je pourrais pas comprendre, ça me parlerait pas. En fait, je trouverais ça compliqué, déjà parce qu'il parle des consciences, des couches qu'on a en nous, le subconscient, l'inconscient collectif, tout ça. Ça me parlerait pas, en fait. Ou ça me parlerait, mais vaguement comme ça, et ça n'aurait pas autant d'impact que là, que le fait du coup. Maintenant que je suis dans la pratique de tout ça, et puis que je vois bien les résultats, qu'en arrosant mes propres graines, puisque j'ai vu que personne ne me les arrosait, enfin tout au moins pas suffisamment de personnes, je me suis dit bon je vais m'arroser mes petites graines. À l'époque, quand j'ai fait le chemin à l'époque, c'était pas un chemin spirituel, à l'époque c'était le chemin de la neuroscience, le pouvoir du subconscient. Tu es ce que tu penses, parce que tu penses, tu deviens ce que tu es. Donc j'ai fait ce chemin-là, et en fait ce chemin-là rejoint le chemin spirituel de celui de la pleine conscience et de la méditation, puisque la méditation a été prouvée scientifiquement qu'elle reconstruit le système neuronal, la neuroplasticité dont je vous ai parlé juste avant, et qui amène à l'épigénétique, puisque la neuroplasticité c'est l'environnement qui crée le système neuronal. La méditation change la construction neuronale, et l'épigénétique, c'est en fonction de votre environnement, vous changez vous changez vos gènes carrément. Donc du coup, là on parle de science, on parle plus de sciences occultes, on parle de science, pas science occulte. Donc là, c'est quand même 3 épigénétiques, la neuroplasticité, tout ça, c'est lié à l'épigénétique. La neuroscience épigénétique, et là le chemin spirituel qui est lié à la science quantique, qui est une science, qui est la science de l'invisible, du tellement petit que c'est imperceptible par l'œil, mais par la vibration de la fréquence, on peut le percevoir. Donc là, il faut rentrer dans ce chemin spirituel pour pouvoir capter tout ce qu'ils disent. En fait, sinon, c'est du charabia, ça nous parle pas, en fait. Enfin, moi, si j'avais lu ce livre-là il y a 10 ans, je l'aurais fini. Je pense que j'aurais même pas lu 20 pages. Et au pire, si je m'étais forcée à le lire, imaginons qu'il aurait été au bac à mes 18 ans pour la philosophie, je l'aurais lu jusqu'à la fin, mais j'aurais rien compris, ça c'est clair et net. Et puis j'aurais détesté la méditation, j'aurais détesté le truc spirituel, je me serais dit c'est quoi ce délire, parce que j'aurais pas compris. Donc je voulais vous lire le deuxième extrait. Alors attendez, je crois que c'est celui-là. Ouais. Donc le Bouddha a enseigné qu'il existe 5 facultés. La première faculté est la foi. Nous avons besoin d'avoir foi dans la possibilité de toucher le nirvana, de nous éveiller à l'incité. Alors là, je vais vous faire une petite traduction, parce que c'est ce que je vous disais, si vous n'êtes pas dans le délire, là déjà nirvana c'est quoi? Par Kurt Cobain. Kurt Cobain c'est le chanteur du groupe Nirvana. Ça parle pas trop. Et l'incité, je peux vous dire, malgré que je sois dans le chemin spirituel, j'ai dû quand même ouvrir le dictionnaire. La première fois que j'ai vu le mot incité, je connaissais pas incité. Ça s'écrit A-I-N-S-I-T-E. Et en fait, l'incité, c'est tout. Voilà, tout, le cosmos, la terre, les humains, tout, le tout, quoi. Le tout. Voilà, ça c'est l'incité. Et le nirvana, c'est le bonheur suprême, on va dire, voilà, pour que vous compreniez. Donc en fait, sans la foi, on peut pas percevoir le nirvana, ni toucher l'incité, c'est-à-dire que quand on voit la fleur, là je vous fais juste le truc là, pourquoi il dit ça, l'incité,
il compare ça toujours à la fleur, que la fleur, quand vous voyez la fleur, vous la voyez, mais si la fleur se fane et qu'elle est en absence parce qu'il n'y a plus assez de soleil, mais qu'elle est en train de préparer sa prochaine fleur, vous ne voyez pas la prochaine fleur, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, la fleur elle est morte, et il n'y a plus de fleurs. Mais non, en fait, la fleur, elle est juste en attente qu'il y ait toutes les conditions nécessaires, soleil, eau, et son cycle de régénération, de retransformation pour refaire une deuxième fleur. Ou, imaginons que la fleur soit fanée et qu'elle ne va pas refaire de deuxième fleur. Du coup, elle se fane, les feuilles tombent, elles retombent dans la terre. Du coup, elle nourrit le sol de la terre qui donne de l'engrais, en fait, finalement, pour la prochaine graine que vous allez planter, à laquelle vous croyez que vous n'êtes pas relié, mais en fait, finalement, toutes ces graines, quand elles finissent par faner et tomber dans la terre, elles nourrissent la terre pour planter le maïs ou le blé qui sert à que nous mangions. Et quand nous allons mourir, nous finirons, que ce soit en crémation ou dans la terre, dans la terre, à nourrir la terre qui nourrira la fleur, l'engrais de la fleur, et c'est un cycle infini, sans passer par le fait que la fleur, quand elle tombe, elle va provoquer qu'il y a de la poussière en plus, mais du coup ça provoque dans le ciel une poussée d'humidité qui va faire que toutes les fleurs qui font ça, elles vont provoquer la pluie. Voilà, enfin en gros c'est pour que vous compreniez le truc de densité. L'interdépendance que je vous ai parlé aussi juste avant, qu'on est tout est relié, quoi. Il n'y a pas la fleur là, moi je suis là, je serai mort là, et je suis né là, et lui il est là, et lui, et sinon, c'est tout un truc, mais c'est parce qu'on ne le perçoit pas du tout le temps qu'on n'est pas dans le délire, quoi. C'est dans le délire mystique, entre guillemets, de la spiritualité, qui n'a rien à voir avec un délire mystique, mais ça peut paraître un peu en mode mystique, genre Dieu, l'univers et tout. Ben, je peux vous garantir, c'est parce que si vous n'êtes pas dans le truc et que vous êtes dans votre souffrance, avec votre bipolarité, la schizophrénie, les trucs là, à répéter la souffrance toujours, et que vous faites pas le pas de vous dire, allez, je fais l'expérience, et vous allez avoir les résultats vraiment rapidement. Vous ne pouvez pas, même ne serait-ce qu'avoir l'idée de que le bonheur existe, en fait. Comme moi, quand j'étais bipolaire tout le temps comme ça, je pouvais même pas, c'est-à-dire que je comprenais pas la vie. Je me disais, mais c'est quoi l'intérêt de vivre, quoi? Je comprenais pas, j'étais toujours en souffrance, donc forcément. Donc, on peut pas toucher le nirvana et ni nous éveiller à l'inciter, au tout, en fait. Donc il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une foi fondée sur la compréhension, la vision profonde et l'expérience. La foi mène à l'énergie, qui est la deuxième faculté. Et sans foi et sans confiance, nous sommes vite fatigués. Pour avoir de l'énergie afin de regarder profondément les choses, nous avons besoin d'avoir confiance en notre capacité à nous éveiller, et la foi est la compréhension éveillée du Bouddha. Nous transformons notre énergie en pleine conscience, la troisième faculté, puisque le Bouddha dit qu'il y a 5 facultés. Donc la première, c'est d'avoir la foi. La deuxième, c'est que la foi donne la confiance donne l'énergie, donc 3 facultés. La quatrième, l'énergie donne la compréhension, et cette énergie, nous transformons notre énergie en pleine conscience, qui est la troisième faculté. Excusez-moi, donc il ne s'agit pas du foi aveugle. La foi mène à l'énergie, qui est la deuxième faculté. Donc la première, la foi, l'énergie, la deuxième. Sans foi et sans confiance, nous sommes vite fatigués, donc il faut avoir de l'énergie pour regarder les choses profondément. Nous avons besoin de confiance en notre capacité à nous éveiller. Donc la foi, première... deuxième foi, troisième, l'énergie de notre foi nous donne la pleine conscience, qui est la troisième faculté, et quand il y a pleine conscience, il y a concentration, bien sûr, parce que quand vous pratiquez la pleine conscience, vous êtes obligé de vous observer tout le temps vos pensées, ou la fleur, ou quand vous mangez, ou quand vous vous brossez les dents, pour essayer que votre esprit soit occupé par la pleine conscience, d'être ici et maintenant à chaque activité que nous faisons, et non pas à vaguer dans son perpétuel flux de pensées incessantes négatives du passé, du futur, l'anxiété, ceci, la souffrance et tout le truc. Donc en pratiquant la pleine conscience, du coup, là,
la pleine conscience, donc du coup, quand il y a la pleine conscience, il y a la concentration qui est la 4e faculté. Il dit qu'il y en a 5, et si nous vivons en pleine conscience, tout se produit dans la concentration du regard profond. Quand notre concentration est faible, nous pouvons voir la nature des origines interdépendantes pendant un court instant, mais très vite, nous voyons à nouveau des choses comme étant permanentes et dotées d'un soi séparé. C'est-à-dire qu'on voit le cycle de la naissance, de la mort, on voit qu'il y a la fleur et qu'il n'y a plus la fleur, on n'arrive pas à percevoir qu'en fait, je nais pour faire partie de cette spirale qui s'arrête jamais, et que en fait finalement je vais jamais mourir parce que je serai la fleur et je renaîtrai dans un autre truc, je serai l'épi de maïs et je serai ceci et je serai ceci et je serai cela toujours. Donc en fait du coup on souffre plus inutilement par des débuts, des fins, quand on sait que finalement tout est un cycle comme ça. Et donc très vite, nous voyons à nouveau les choses comme étant permanentes et dotées d'un soi séparé. Mais si notre concentration est forte et constante, et ça, pour avoir une concentration forte et constante, c'est en pratiquant la pleine conscience qu'on peut l'avoir, sinon c'est pas possible, on est toujours happé par les pensées. Si notre concentration est forte et constante, nous pouvons continuer à voir la nature interdépendante des choses et en nous et autour de nous. Et quand notre concentration est assez forte, cela mène à la 5e faculté, la compréhension. C'est-à-dire qu'une fois c'est vrai comme je le fais, du coup, pour moi, là, tout ce que et là, je vous ai pris 2 extraits qui sont relativement faciles de compréhension, mais si vous n'êtes pas dans le délire, déjà là, ce que je vous ai lu, vous avez peut-être déjà arrêté la vidéo, ça vous a peut-être saoulé, ou ça vous parle vaguement, mais si vous n'êtes pas dans la pratique, en fait, c'est un peu du charabia le truc quand même, c'est ce que je me rends compte, mais moi je comprends tout parce que c'est exactement en fait il dit ce que je suis en train de pratiquer en fait, et moi je savais pas quand je pratiquais la neuroscience que j'allais un jour lire un livre du bouddhisme qui me dirait finalement ce que je suis en train de faire par rapport à la neuroscience, le pouvoir de la pensée, la substitution, la reconstruction neuronale en utilisant la force de la pensée créatrice. Je suis ce que je pense, donc je deviens ce que je pense que je veux être et que je suis finalement déjà, parce que par le fait de le travailler, je vais le devenir. Donc mon futur dépend de mon présent, et en fait en étant ici, en focalisant sur, ok, maintenant, même si oui, j'ai eu mon passé, j'ai eu tout ça, je focalise ici et je suis en train de construire mon futur, j'aurais jamais eu l'idée que ça m'amènerait au fait que je suis en train de pratiquer le bouddhisme. En fait, ça ne m'aurait jamais effleuré l'esprit. Et donc du coup, la 5e faculté qui est la compréhension. Avec la compréhension, nous ne perdons pas de temps à rêver du futur ou à demeurer dans le passé. Nous nous éveillons à notre véritable nature. En faisant un pas en pleine conscience, nous entrons dans le monde de l'incité, donc du tout, et le royaume de Dieu. La compréhension renforce notre foi, et c'est ainsi que les 5 facultés coopèrent. Donc en mode coopère, elles sont liées ensemble, la foi la première, la confiance, la foi qui mène à la pleine conscience, qui mène à la compréhension, à la pleine conscience, à la concentration et à la compréhension. Vous avez les 5 facultés que permettent finalement la pleine conscience. Mais la pleine conscience, elle ne peut pas exister sans la foi, sans la concentration, sans si la compréhension elle était en dernier parce que la pleine conscience elle arrive en 4e, et du coup on a la compréhension du global du tout. Oui, mais n'empêche que elle se situe au 4e pour eux, la pleine conscience, d'accord, elle amène à la 5e, à la compréhension, d'accord, mais vous êtes d'accord que pour arriver à la 4e, il faut bien avoir la 1, 2, 3. Et en fait, en vous disant, il faut que j'observe mes pensées, parce que si vous voulez transformer votre vie et vous dire, bon, il faut que je sois ce que je pense, et si je pense que je suis nulle, bête, moche, que j'ai pas ma place sur Terre, que si vous voulez transformer ça, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut que vous observiez que vous êtes en train de penser que vous êtes nul, bête, moche et que vous ne valez rien. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas vous dire, il faut que j'arrête de penser ça si vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de le penser en fait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour que vous fassiez la transformation de votre vie, il faut que vous observiez ce que vous pensez
quand vous croyez que c'est ce que vous pensez, c'est pas vous qui pensez, c'est votre mental qui est rempli de ces pensées, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur de vous, c'est pas trop le souci. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'elles vous prennent ces 5 facultés que je viens de vous citer. La foi, parce que je peux vous garantir que quand vous êtes en mode bipolaire, suicidaire, schizophrène et que vous avez envie de tuer la terre entière, vous ne pouvez pas avoir la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le jour où vous vous dites, bon, là je suis sur un chemin, je suis en train de vriller, je vais finir par tuer quelqu'un, c'est soit je me finis en mode psychopathe, je tue, je me suicide, ce qui aurait très bien pu se passer pour moi, soit je me suicide sans tuer, ce qui aurait été mieux que tuer et me suicider. Enfin, je suis pas en train de vous raconter des bric-à-brac, hein, je veux dire, ça arrive de tous les côtés, de tous les milieux de la Terre. Hein. Bowling for Columbine, le film avec le jeune de je sais plus quel âge qui a pris une arme et qui a tué je sais plus combien au niveau de son lycée. Voilà, et moi quand j'étais en mode machiavélique avec mon frère, on s'était dit ça, on va tuer nos parents, on va se suicider après. Donc les idées quand vous avez des idées de suicide, c'est très fréquent que vous ayez des idées de meurtre. C'est normal parce que c'est l'idée de finalement, c'est quoi un suicide? C'est un meurtre envers vous-même. Et c'est quoi un meurtre? C'est un meurtre envers autrui. La différence, elle est juste que vous l'exportez à quelqu'un d'autre. Et oui, vous faites une victime de quelqu'un qui n'est rien responsable de votre malheur, de votre machiavélisme mental. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il y a quelqu'un qui perd la vie. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, quelqu'un perd la vie. Le suicide ou un meurtre, quelqu'un perd la vie. C'est-à-dire que l'emprise du mental, des pensées, a fait que vous vous êtes identifié à que ma vie, c'est un chaos, il faut que j'arrête là. Ou lui, regarde ce qu'il m'a fait, c'est que et je vais le tuer. Je vais me venger, ou un pédophile qui voit une petite fille parce qu'il a été trop arrosé par ses graines dans l'enfance, on l'a humilié, on l'a abusé, ou on a fait sur lui de la corruption sur mineur en le faisant participer à des choses ou en voyant des choses, donc ça forcément ça le fait vriller, quoi. Il s'observe pas, il est manipulé par ses pensées, il s'identifie jusqu'au jour où il voit la petite fille, comme l'autre là qui vient de passer en prison, là, je sais plus son nom, enfin vous devez voir de qui je vous parle, qui a tué la petite fille Maëlle là, de 8 ans, qui était un militaire et qui a, excusez-moi quand je fais ça, j'ai quelque chose qui passe, un petit insecte, et qui a tué cette petite fille parce que trop de pornographie, usage de la cocaïne et trop de dévalorisation et d'humiliation. Ça, c'est ce qu'on parle dans les 5 dernières années, avant qu'il fasse le meurtre de la petite fille et aussi d'un autre garçon juste avant 18 ans. Avant les 5 ans, il y a eu des accumulations de graines. On ne va pas me dire que c'est juste en 5 ans, à l'âge de 33 à 35 ans, parce qu'il perd son travail, parce que ceci, parce que cela, il y a la décadence. Oui, la cocaïne, ça n'arrange rien, mais il ne faut pas me dire que tous ceux qui prennent de la cocaïne finissent à violer et à tuer une petite fille de 8 ans. Je ne sais pas s'il a violé, enfin même tout au moins s'il n'a pas violé, à la tuer. Bon, apparemment, il dit que c'est une erreur et qu'il n'a pas voulu le faire. Hein. Il dit qu'il a eu peur, il l'a vu dans l'arrière de la voiture et il allait l'emmener voir ses chiens. Apparemment, je ne sais pas trop si c'est vrai, mais j'ai l'impression que ça sonnait vrai de ce que j'ai pu lire et qu'apparemment, voilà, il a vu le flash du garçon qu'il avait tué. Par contre, le garçon qu'il a tué, je ne sais pas s'il l'a tué volontairement. De toute façon, quand on est en mode comme ça, qu'on passe à l'acte, après on se défend comme on peut, donc on raconte beaucoup de mensonges pour avoir la vraie vérité de comment se sont passés les faits. C'est un peu compliqué. Donc bref, là je me suis un petit peu égarée, mais non, finalement pas tant que ça, parce que quand on parle de ces graines de psychopathe, moi je les avais aussi, c'est ça que je veux vous dire, quoi. J'avais les graines de tout ça, sauf que je suis pas passée à l'acte parce que avant de passer à l'acte, je sais pas si j'aurais passé à l'acte, je vais pas vous dire que je suis une meurtrière, j'en sais rien, mais c'est clair que si j'avais continué à ne pas arroser mes graines qui transforment toutes ces graines négatives que j'ai en moi et qui font uniquement fleurir les graines de pleine conscience, de compassion, d'amour, de respect, de pardon, de tolérance, de respect pour éviter que un jour je tue quelqu'un ou je me suicide. Je ne sais pas si j'aurais tué quelqu'un et je ne sais pas si je me serais suicidée, mais je pense que ce qui est sûr, c'est qu'à 98%, je me serais déjà suicidée. Ça, c'est clair, je le pense. Je pense que c'est pas possible que j'aurais échappé à ça,
puisqu'en plus mon frère l'a fait sans avoir autant de facteurs déclencheurs que moi. Lui, il n'avait pas fait de psychiatrie, il n'a pas fait de tentative de suicide avant, il n'a jamais eu une vie aussi chaotique que la mienne et il a fini par se mettre la corde autour du cou en étant prof de physique-chimie, en venant d'être titularisé et en venant de gagner un marathon. Ah donc bon, je veux dire, si lui l'a fait avec toutes les conditions, puis il avait plein d'amis, il était très aimé, alors là, imaginez-moi qui suis un désastre pour la société au niveau de l'intégration sociale, parce que au niveau de l'intégration, je suis un désastre, hein, franchement, je me sens pas du tout intégrée dans la société, j'ai pas du tout l'impression que j'ai réussi au niveau de l'intégration et tout ça, mais bon, bah voilà, au final... je le transforme tout ça parce que je ne vais pas me suicider en disant il n'y a personne qui m'aide pour la musique, alors du coup bah ça y est j'ai arrêté la musique. Non, j'ai pas arrêté la musique, j'ai arrêté la musique de vouloir faire des performances dans des hôtels, des restaurants, des bars et tout ça pour gagner ma vie avec ça, et que je sentais que je ne ressentais pas l'énergie suffisante, donc je préfère limite jouer dans la rue que de devoir faire ces prestations que je faisais qui ne me satisfaisaient plus au niveau de ma croissance, voilà. Mais du coup on m'écrasait beaucoup, la jalousie, tout ça, donc au final oui, donc on ne m'a pas valorisé, donc oui, on a fait que j'arrête la musique, voilà. Quel que soit le drame que je peux faire de ma vie, je veux dire, tout ça, ça ne vaut pas le coup que je perde la vie parce que des gens ont été jaloux ou même que ce serait pas lié à la jalousie, juste quelle que soit leur raison, je veux dire, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter la musique en fait, mais j'ai pas arrêté puisque je continue de jouer pour moi-même, j'ai juste arrêté de jouer pour les autres en fait. Et par contre je continue de mettre des vidéos sur YouTube, mais les vidéos sur YouTube, elles sont bien regardées que par ceux qui ont envie de les regarder, c'est-à-dire que je présente rien à personne sans que la personne, je force personne à cliquer sur les vidéos, c'est ça que je veux dire. S'il y a personne qui les regarde, c'est pas mon problème en fait. Je les mets moi, je sais même pas pourquoi je les mets en fait, je les mets pour pas les perdre parce que je trouve que c'est tellement dommage de créer autant d'art et de le laisser partir, parce que si je le mets pas sur YouTube, en fait toutes ces musiques, bah, je les enlève moi de mes ordinateurs, tout ça, je vais pas, ou au pire je les laisse, mais non, mais je vais pas passer mon temps à les réécouter comme ça, donc ça part, ça y est. Donc je me dis, si ça peut faire plaisir à quelqu'un et lui faire sortir une émotion, par exemple, le faire pleurer quand il a une accumulation de trop de souffrance et qu'il n'a pas pleuré et qu'il écoute un de ces cosmos musiques, parce que je ne veux pas dire que ce sont mes musiques, mais de ces créations musicales que je pense être un instrument au service de quelque chose de plus grand que moi, qui fait que je peux du coup sortir ces musiques là, si ça peut aider quelqu'un dans ses émotions, voilà, parce que moi je me dis que serait ma vie sans certains artistes qui donnent ces musiques de méditation, quand je peux faire le yoga et que je mets ces musiques là et que ça me pénètre et c'est incroyable, donc c'est tellement utile. Donc c'est pour ça que j'ai aimé, hein, mais c'est plus pour me valoriser ou pour avoir besoin de la reconnaissance sociale. Donc j'ai dû vraiment arroser mes graines de reconnaissance pour moi-même, déjà arrêter de penser j'ai besoin du regard des autres pour savoir valoriser que l'art qui sort de moi, en fait il a fallu que j'arrose mes propres graines de me valoriser moi-même sans avoir besoin de que on va me dire oh t'as vu ce que t'as fait, c'est beau, c'est bien et tout ça. J'ai plus besoin de ça. Je suis en train de m'arroser parce que ça fait souffrir. Parce que le problème, c'est que si les gens ne vous disent pas « Ah, t'as vu, c'est beau, c'est bien », et que vous attendez ça et que vous êtes dépendant de ça, mais vous souffrez, comme je l'ai souffert. Je voulais me suicider à cause du fait qu'on ne regardait pas suffisamment les vidéos sur YouTube des musiques que je mettais, tout ça. Et je me disais, mais c'est horrible, et je souffrais de ce manque d'attention, de ce manque d'intérêt, de ce manque de tout ça. Ça m'a fait souffrir tellement. Imaginez que je me serais suicidée à cause de ça, quand j'étais en crise bipolaire, et que je me disais, la musique, ça marche pas, et tout ça, et mon Dieu, je faisais un drame de tout, c'était horrible. Mais vous imaginez si je l'avais fait, de me suicider juste parce que ce jour-là, je mets une vidéo, je me dis, ça y est, non, mais de toute façon, ça marchera jamais, et là, je l'aurais fait, mais quel drame, je serais passée à côté de toute cette expérience que je suis en train de faire, qui est la mienne, sans maintenant avoir besoin d'être dépendant de que les autres s'ajoutent à ma propre vie pour que je puisse dire « Ah, je suis heureuse » ou « Ah, je ressens l'envie de vivre ».
et tout ça. Donc pour arriver à là où je suis arrivée et sourire le matin quand je me réveille sans que ça soit forcé comme j'ai pu le faire pendant, franchement, je pense 2-3 ans de pratique à sourire le matin et me forcer. Ça, c'est Wayne Dyer qui le dit, il est dans la description, il a écrit plusieurs ouvrages et c'est une de ses techniques de dire qu'il faut appliquer la gratitude au matin. Et c'est entre autres ce qui m'a guéri des phases bipolaires, dépressive, parce que quand je me réveillais, bien entendu, que j'avais qu'une envie, c'était de me suicider, que petit à petit j'ai appliqué ça, qu'il faut que je me force à sourire et dire merci. Bon, bah forcément j'avais toujours envie de me suicider, mais à force de pratiquer, bah, en plus on sort petit à petit de sa phase bipolaire, et puis à côté de ça, on fait d'autres pratiques, la substitution des pensées négatives par des pensées positives, de se rendre compte qu'on a des graines qui sont mauvaises, de psychopathes, de pervers, de pédophiles, de quoi que ce soit, toutes ces graines qu'on a en nous, qui ne sont pas forcément nos graines à nous, mais qui peuvent être le résultat du fait que trop de personnes nous ont arrosé nos mauvaises graines et qui font sortir en nous un monstre, tout simplement, mais nous ne sommes pas ce monstre. Et ce monstre peut se changer, mais l'unique façon de changer ce monstre, c'est de regarder les mauvaises graines. Regarder l'obscurité de ce monstre qui est sorti de nous et de se rendre compte, ok, bon, bah d'accord, je suis un pédophile, ok, je suis un pervers, ok, je suis un pervers narcissique, ok, je suis... parce que quand vous êtes bipolaire, vous faites du mal à vous-même, et quand vous êtes pervers narcissique, vous faites du mal aux autres, quand vous êtes un pédophile, vous faites du mal aux autres. C'est ça le problème, vous faites du mal à vous-même et aux autres, c'est ça le problème. Quand c'est des troubles mentaux qui sont liés qu'à votre personne, bon, c'est moins grave que quand vous avez des troubles mentaux qui impactent sur la vie des autres. Parce que quand vous êtes pervers narcissique, vous faites beaucoup de mal autour de vous. Et quand vous êtes un pédophile, encore plus. Et selon un schizophrène qui va se mettre à tuer encore plus que le pédophile qui fait que violer, vous comprenez, parce qu'il fait que violer, il n'a pas retiré la vie de quelqu'un. Donc il y a des degrés dans la gravité du trouble mental qu'on va développer. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que même le pédophile et le schizophrène, ils ne sont pas condamnables en fait. Dans le sens où il y a un espoir à que si eux se disent, mais le problème c'est que si on les met en prison et qu'on les condamne à que c'est les pires, comme le dit le livre, hein, les pires monstres, et qu'on ne met pas notre regard de compassion et qu'à comprendre que bah, nous aussi, si on nous avait fait ça, exactement comme le dit le livre du bouddhisme, que si nous avait rosé les mêmes graines, les mêmes conditions que, bah, forcément, nous aussi, on serait un criminel et un pédophile et un psychopathe, bien entendu, comme si que nous, on sortirait tout ça, peut-être pas, mais forte sens que oui. Voilà. Donc je pense que je vous ai je vous ai bien expliqué. J'arrive pas à faire 1 heure les vidéos. Bon bah il est 1h20, c'est 1h20, c'est pas grave. De toute façon ceux que ça intéresse, ils iront jusqu'à la fin. Et puis de toute façon j'ai pas envie de couper avant, je coupe quand je le sens. Parce que bah ça serait dommage que je sais que s'il y a quelque chose à dire. Et là je pense que je suis arrivée à ce que je dois dire, parce qu'après ça va être trop long. Et je referai d'autres vidéos sur les affirmations positives, la substitution. Quelle phrase peut-on créer pour essayer de pratiquer ça tous les jours, se dire bon allez, faut que je pratique quoi, faut que je m'intègre des phrases dans la tête et de se dire quelle phrase je peux me créer, quelle idée de phrase je peux me créer, je vous dirai les miennes et pour vous donner une inspiration pour les vôtres, pour que vous ayez de quoi nourrir votre mental et que votre mental il soit pas libre à vaquer dans des pensées de toutes sortes là et que vous puissiez nourrir vos graines positives et petit à petit arrêter d'arroser les graines négatives et de faire sortir en vous le monstre, parce que vous n'êtes pas un monstre hein, malgré tout ce que vous puissiez faire qui est mauvais. Oui en effet en ce moment oui peut-être oui, mais c'est pas irréversible et je vous garantis que si vous voulez transformer cela, c'est possible. Il faut juste y mettre de la volonté, de l'autodiscipline, parce que ce que je vous dis, si vous faites une semaine, ça ne va pas marcher, vous resterez le même, et avoir la foi, les 5, ce que je vous ai dit, la foi, l'énergie de la concentration, et que la concentration, elle se travaille avec la pleine conscience, qui amène à la foi, l'énergie, la concentration, la compréhension, et la pleine conscience, enfin voilà, vous vous souvenez l'extrait que je vous ai lu, voilà, j'essaierai de réécouter la vidéo à partir de 45 minutes pour voir où je fais les extraits, pour vous les mettre dans la description pour que vous puissiez aller juste aux extraits si vous êtes intéressé par les réécouter plusieurs fois pour bien comprendre. Je me base quand même sur le bouddhisme, hein. C'est pas moi qui le pense, mais en l'expérimentant, bah, c'est clair et net que
vous les transformez, toutes ces mauvaises graines-là de poison qu'on a en nous, et on peut devenir quelqu'un de bien, on peut devenir quelqu'un où on est fier de nous, et on peut transmettre cela, et on peut aider les autres à se transformer, parce que quand vous le faites pour vous-même, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est que les autres expérimentent cela en fait. Mais tant que vous ne l'avez pas fait pour vous-même, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est possible déjà. Et vous ne pouvez pas du tout le transmettre, encore moins, parce que si vous ne le faites pas pour vous, mais si vous basez... Alors vous pouvez écouter, je vais vous la mettre dans la description, une interview de Ryotti, il s'appelle, c'est un pianiste. Et il dit exactement tout ce que je vous dis. Et lui, c'est un mec normal aussi, pareil, il a appliqué la neuroscience, il a transformé sa vie, il était un monstre. Enfin, on l'a fait devenir un monstre, et il a un moment il est devenu monstre, et puis bah, il s'est transformé, et maintenant c'est un pianiste célèbre dans le monde entier, elle est très connue, et il est très aimé. Voilà, donc je ne suis pas la seule à pratiquer, à le dire, à l'expérimenter, et on est quand même nombreux de plus en plus à aller dans ce terrain-là, sauf que dans le monde de l'autisme, eh ben, on n'en parle pas encore là, et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, parce que dans le monde de l'autisme Asperger, de l'eau potentiel émotionnel, de la schizophrénie, de la bipolarité, tout ça, il n'y a personne qui vient nous dire oui, mais attention, hein, si tu changes ta manière de penser, tu n'es pas ce que l'étiquette que je suis en train de te mettre. Vous imaginez votre psychiatre ou votre psychologue qui vous dit vous êtes bipolaire, et en même temps qui vous dirait oui, mais vous êtes bipolaire, mais attention, vous êtes bipolaire, mais si vous saviez que vous pouviez changer qui vous êtes, vous ne serez plus bipolaire. Là on n'a plus de psychiatre en fait, ils n'existent plus ces gens-là, donc du coup de toute façon le psychiatre il n'a pas été formé pour tout ça, ils n'ont pas été formés en neurosciences, ils n'ont pas fait ces études-là, ils sont complètement trop super loin de la réalité des faits en fait. C'est ça le truc, c'est que pour le moment c'est pas encore nombreux suffisamment, mais si vous écoutez Ryotti, je vais vous mettre la description, le pianiste, c'est un jeune, vous allez voir que c'est un mec normal, tout comme moi, et vous allez voir, bah, si ces gars-là et ces filles-là, elles les disent, c'est que ça doit être vrai, et oui, en effet, c'est vrai, c'est juste que c'est pas connu, et que si on nous dit, t'es schizophrène, t'es bipolaire, et qu'on y croit, mais on peut être que ça, parce qu'on applique le pouvoir de la pensée, je suis bipolaire, point barre, ça peut pas être autre chose. Si vous pensez que vous êtes bipolaire, mais si vous vous dites, bon, bah, il y a un espoir de transformation, et à partir du moment où je veux plus être bipolaire, et je veux être un être de lumière, et je veux être quelqu'un de normal, quoi, entre guillemets, qui fait pas des crises de dépression, de schizophrénie, de ceci, cela, et il faut changer votre manière de penser. Si vous pensez que vous êtes bipolaire, et ceci, cela, oui, à un moment de votre vie, il y a quelque chose qui a fait que, à ce moment-là, oui, vous êtes comme ça. Mais il faut qu'à partir du moment où de ce moment-là, vous vous dites, bon, ben maintenant, qui je veux devenir? Il faut que vous sachiez qui vous voulez devenir. Moi, je voulais être un Bouddha. Je suis en train de devenir un Bouddha, une personne qui est plus illuminée et qui ne souffre plus par l'extérieur. En fait, c'est ça un Bouddha. C'est pas un Bouddha, c'est pas Jésus-Christ. Un Bouddha, c'est juste un être illuminé. Hein. C'est juste ça, illuminé dans le sens où qui a fait sa pratique quotidienne pour arriver à une paix intérieure et qui ne se laisse plus happer par son mental. Comme ça, qui a réussi à une paix intérieure, joie dans le cœur, sérénité de l'esprit, et qui ne souffre plus par les causes extérieures, et qui arrive à garder toujours sa centralisation dans je suis en paix quoi qu'il se passe autour de moi, parce que ici je suis en paix, et voilà, c'est ça que j'aspire, parce que je ne suis pas encore le Bouddha, le Bouddha, non, un Bouddha, parce que c'est pas le Bouddha. Le Bouddha, on ne peut pas être le Bouddha, on peut être un Bouddha, mais on ne peut pas être le Bouddha symbole. C'est comme si vous disiez je veux être le Jésus-Christ. Non, on peut être pas la réincarnation de Jésus-Christ, mais si, être un être qui soigne et tout ça, oui, mais on peut pas être, chaque personne est unique, donc on peut pas être le Bouddha, mais on peut être un Bouddha. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pareil, hein, dans le livre du bouddhisme, ils disent bien que, en fait, Eckhart Tolle aussi, qui parle beaucoup de ça, lui m'a soigné de la schizophrénie. Eckhart Tolle, il a fait un livre, Le pouvoir du moment présent, qui a été quand même vendu à 12 millions d'exemplaires, et après ça, il a écrit Nouvelle Terre, qui a été vendu à 15 millions d'exemplaires. Les deux ont été traduits en 50 langues. Il est traduit dans le monde entier. Et il m'a soigné, pas lui personnellement, mais son livre, de la schizophrénie en 4 jours, en appliquant ce qu'il dit, d'arrêter de s'identifier à ce mental qui est une marmite de pensée et qu'on n'est pas ce qu'on pense. Donc moi à ce moment-là, je voulais me suicider, ça tourne en boucle, et je lis le livre, je commence le livre, et je vois ça, je dis bon, bah, il faut que j'arrête de croire que je vais me suicider, il faut que je chasse les pensées, et voilà, ça a été comme ça les déclenchements de voir qu'il y avait et d'ailleurs ça s'appelle le pouvoir du moment présent, de voir que oui, en effet, il y avait un pouvoir énorme qui se concentrait dans cet esprit, mais que si l'esprit contrôlait
finalement nos actions. Parce que si on écoute et qu'on s'identifie à que je dois me suicider, on le fait quoi. Donc en fait, si l'esprit prend le dessus de notre capacité à se rendre compte qu'en fait, moi, je suis l'observateur de ce qui se passe dans ma tête et qu'en plus, ça peut se changer à force de l'observer et de se dire, tiens, je vais substituer ces pensées-là par celles-là et mettre des pensées de gratitude plutôt que de penser à ma mère ce qu'elle m'a pas dit, mon frère ce qu'il m'a fait et mon ami ce qu'il aurait dû faire et celui-là que je déteste et le pédophile qui m'a violé et ceci, cela. Si vous remplacez tous ces souvenirs mauvais, toutes ces graines qu'on vous a arrosées par des nouvelles graines et des nouveaux souvenirs qui sont pas des nouveaux souvenirs, qui sont des nouvelles manières de penser, gratitude, respect, compassion pour vous-même, pardon, avec des phrases concrètes, les affirmations positives, je peux vous garantir que ça marche. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai dit là. Je vous laisse sur ça et j'ai fait moins d'1h30. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, comme d'habitude, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fera pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Salut, salut. Ciao.